L'échiquier international, soyez les bienvenus. Netanyahou reconnu face à l'histoire comme un criminel de guerre. D'après la Cour pénale internationale, le crime de guerre, selon les statuts de Rome, pages 4, 5, 6, c'est toute action sciemment se résumant à une colonisation de territoire, de massacre de civils, de nettoyage ethnique, et puis le blocus et la famine. Par conséquent, Netanyahou coche toutes les cases. Factuellement, cela se porte le qualificatif de crime contre l'humanité. Des amoncellements de preuves trônent les bureaux de la haie. Sinon, pourquoi empêcher toute enquête indépendante ou journalistique de la part de l'étranger de pénétrer et enquêter au sein de l'enclave? À entendre son oral de 30 minutes sur une chaîne française, le responsable sioniste s'est adonné à une logorrhée où l'histoire se confond avec des mythes et beaucoup de falsifications. Comment donc argumenter face à un tel logiciel où les référents bibliques en sont les vecteurs? Et plus encore, comment contrer cette propagande sioniste? Eh bien, tout simplement en revenant peut-être aux origines. Netanyahou est tout simplement en train d'annexer la Palestine historique. Et pour cela, il doit vider cette terre de ses habitants. Tiens, c'est la définition même de génocide. On en parle ce soir avec notre invité du jour. C'est dans quelques secondes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Ronnie Brauman, ancien président de Médecins sans frontières, enseignant également, chroniqueur. Bienvenue Ronnie Brauman. Est-ce que vous m'entendez? On a un petit problème de connexion avec Monsieur Brauman. Vous m'entendez? En tout cas, lorsque on va essayer de rétablir la connexion avec Ronnie Brauman, il semblerait qu'il y ait des problèmes de communication. Alors, Ronnie Brauman, lorsqu'il est venu la dernière fois à l'échiquier international, on s'était quitté sur une note plutôt pessimiste. Il m'avait dit que lui, en tant que juif, se sentait en insécurité avec ce qui se déroulait à Gaza, des attentats, des menaces, des exactions en tout genre pesées sur la communauté juive. Et finalement, peut-être que ça servait Netanyahou, cette montée de la haine, et que Netanyahou se servait également de ce racisme contre la communauté juive pour justement sanctuariser et accompagner sa politique de génocide, de nettoyage ethnique. Et finalement, ce soir, on a voulu se poser la question si le Netanyahou ne se sert pas justement de la haine anti-juive pour pouvoir continuer sa politique extrémiste. Ronnie Brauman, est-ce que vous êtes avec moi ? Oui, je vous vois, je vous entends. Ah bah parfait. Alors, je le disais à nos téléspectateurs, lorsque vous êtes venu la dernière fois à l'échiquier international, on s'était quitté un peu sur une note plutôt pessimiste, puisque vous m'aviez dit qu'en tant que juif, Netanyahou me mettait un peu en danger. Est-ce que ce sentiment d'appréhension, voire de peur, s'est-il estompé ou êtes-vous toujours aussi inquiet ? Non, je suis toujours aussi inquiet, je suis même de plus en plus inquiet. La situation se détériore d'une manière gravissime. On a vu récemment les derniers développements de la Rafah. Elle a suscité, ce titre, une indignation plus profonde, plus vive encore, tout ce qui s'était passé. Parce que les images de l'incendie, les images de la panique étaient forte parce que c'était prêt, il était d'un seul coup extrêmement incarné dans un contexte où, à juste titre, a été par la Cour internationale de justice et par la Cour pénale internationale, donc une ambiance encore dramatique, et le cynisme, le jusqu'au-boutisme, on pourrait dire l'extrémisme, le fanatisme du gouvernement israélien, de l'armée, crée évidemment une tension internationale qui est observée de partout et peut-être une occasion de rappeler qu'il est le premier de prétendre, de présenter comme premier ministre du peuple juif, de parler de Jérusalem
du peuple juif. Bref, les juifs, dans une affaire, dans une entreprise atroce, génocidaire, et nous rendre, en quelque sorte, collectivement responsables. Nous aurions à répondre de cela. Ça, évidemment, ça fait des passions extrêmement noires, extrêmement sombres, et je n'ai que supplémentaire chaque jour de crainte qu'elle se manifeste. Alors, ce soir, j'ai voulu intituler l'émission Comment contrer la propagande sioniste, et j'ai souhaité qu'on revienne justement à l'histoire. Les figures principales du sionisme ont deux arguments phares, hein. Ne plus revivre l'Holocauste, ou ne plus refaire, repasser par les événements tragiques de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout la légitime défense. On fait croire que l'entité sioniste est une conséquence directe de la Seconde Guerre mondiale, alors que le sionisme est un mouvement né environ vers 1880, et que les Juifs ayant survécu aux événements de la Deuxième Guerre mondiale, au départ ne voulaient pas trop vivre en Palestine. Non, le sionisme ne faisait pas recette chez les Juifs d'Europe en général pour diverses raisons. Il y avait des questions, disons, de loyauté vis-à-vis de l'État dans lequel on vivait, et donc le souci d'éviter un éventuel soupçon de double allégeance. On a un pays là, et puis un véritable pays que je voudrais créer, où serait l'objet de mes rêves. Ça crée évidemment une tension. Pour les religieux juifs qui, dans leur majorité aujourd'hui, sont des ultranationalistes, la notion même d'État juif était une profanation, était un parjure, c'était quelque chose d'inacceptable. La notion d'État dans la religion, dans la pensée juive religieuse, n'a absolument aucune place, et l'interprétation de l'exil, l'interprétation politique de l'exil, telle que les sionistes le faisaient, était totalement contestée par les religieux. Du point de vue théologique, du point de vue citoyen, et l'antisionisme donc était une affaire juive. D'ailleurs, du sionisme, l'antisionisme, ça ne les connaît pas. Il n'y avait pas de jeu réel. C'était un projet. Et bien, ce projet, il a rencontré une hostilité majeure, chez les Juifs à la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le rappeliez juste après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ne se sont pas précipités en Israël. Moi, je peux témoigner que le projet sioniste est antérieur à la guerre mondiale, puisque je viens de dire, mon père, en tout cas, était un sioniste avant-guerre, et d'ailleurs, il tenait à ce que ce soit dit. Il ne se vivait pas comme un réfugié étant parti en Israël, mais comme un bâtisseur d'État qui voulait contribuer à établir les bases et le projet d'un État juif. Donc, en effet, le projet. Et d'ailleurs, on peut même remonter un petit peu plus loin, au XVIIe siècle. Ouais. La grande histoire, hein, rassurez-vous. Au XVIIe siècle, l'idée de rassembler en Palestine apparaît. Et elle apparaît dans quel milieu? Public anglais. Balfour, qui a été la fameuse lettre envoyée au baron Rothschild promettant l'établissement d'un foyer juif en Palestine, enfin le soutien britannique à l'établissement d'un foyer, était lui-même un évangélique, qui donc pensait que l'établissement en Palestine était le préalable nécessaire au second avènement du Messie, donc au règne du Christ, au règne de Milan, au jugement dernier. On va en parler. Ah d'accord. On va en parler en dernière partie, mais vous faites bien de faire référence justement à Lord Balfour, parce qu'on ne connaît pas très bien cet aspect-là, que c'est un évangélique, et par conséquent, je vous en prie. Balfour était un antisémite déclaré, au sens où il véhiculait un certain nombre de clichés hostiles aux Juifs, mais il était pro-sioniste, il était du côté... Et ça c'était tout à fait compatible, puisque la plupart des antisémites ne voulaient pas tuer les Juifs, mais simplement s'en débarrasser. Ils partent en Palestine. On est bien content. Donc, et au sein du gouvernement britannique, il y avait Lord Montagu, qui était un juif britannique et qui était opposé à la décision de Balfour, opposé à l'État juif en Palestine. Qu'on voit qu'un juif était antisioniste et qu'un antisémite était pro-sioniste.
d'emblée dans la version initiale. En effet. Ce n'est pas un paradoxe, c'est beaucoup plus nuancé qu'on ne le présente, d'ailleurs que ce que Netanyahou présente habituellement, cette caricature. Et on a voulu... difficile de plus nuancé que Netanyahou. Oui, mais on a voulu... Lui, il campe sur ses vieux préjugés, et ça marche. Il campe aussi sur autre chose. On a parlé de la légitime défense. Ce sanctuaire, que l'entité sioniste était un sanctuaire de sécurité pour tous les juifs du monde. Mais Ronnie Broman, paradoxalement, c'est aussi un mythe. Il s'avère qu'il n'y a pas plus dangereux pour un juif actuellement dans le monde que les territoires palestiniens occupés. Il a avéré qu'il y a plus de juifs tués en Palestine et en territoire occupé qu'ailleurs dans le monde. Ben oui, puisque les Israéliens, juifs israéliens qui sont en Cisjordanie, et apparemment lorsqu'ils étaient à Gaza, étaient des colons, des gens qui dépossédaient les autochtones de la région et s'installaient à leur place. Un phénomène, comme on pourrait dire en France dans la bouche de certains, un phénomène de grand remplacement organisé, voulu, systématique. Donc tout cela, en effet, c'était violent, c'est un acte violent de déposséder des gens, de les expulser, de leur dénier des droits, lorsque soi-même on bénéficie d'à peu près tous les droits. Et la violence, forcément, elle crée une violence. Il n'y a pas de révolte sans justice au départ. Les révoltes n'utilisent pas toujours des moyens recommandables, mais elles se fondent toujours sur des sentiments d'injustice qui sont compréhensibles. Alors, Ronnie Broman, on sait également que le Mossad a maquillé des attentats pour qu'on accuse des... Le Mossad a maquillé donc des attentats dans les pays arabes pour qu'on accuse des nationalistes arabes d'en vouloir aux intérêts juifs dans ces pays. Des attentats ciblant donc des juifs pour qu'ils émigrent, pour accélérer le phénomène d'immigration en Palestine sous mandat... Non, c'était plus sous mandat britannique. En 1956, on était au-delà du mandat britannique. Alors que ce soit en Irak ou d'ailleurs en Égypte en 1956, avec par exemple l'opération Lavon. Il fallait faire partir les Juifs des pays arabes, coûte que coûte, vers la Palestine occupée. Cela prouve ce qu'on disait au départ. Cela prouve que beaucoup des Juifs... même des Juifs dans les sociétés arabes, voyaient l'entité sioniste comme une espèce de chimère, voire comme une étrangeté. Oui, en effet. D'ailleurs, le sionisme est un projet européen. C'est un projet de juifs européens qui se déploie au Moyen-Orient, mais qui est né, pour l'essentiel, en Europe centrale et en Europe occidentale. Donc, les juifs, les Mizrahim, les juifs orientaux, les juifs arabes, n'étaient pas vraiment concernés. D'ailleurs, les juifs qui étaient présents en Palestine, car naturellement, il y a des juifs en Palestine depuis que les juifs existent, donc depuis des mémoriaux, des millénaires, puis sionistes. Ils n'étaient pas d'un État, pas plus d'ailleurs, de Syrie, du Liban, de Syrie, d'Irak, d'Égypte. Le sionisme n'a pas de sens. Donc c'est effectivement un projet occidental. Et comme vous avez raison de le rappeler, les Juifs d'Europe ont manqué à l'appel, ils n'étaient pas empressés d'aller vivre en Palestine. Pour la plupart, je disais, ils ne provenaient pas d'origine sioniste. L'idée de vivre dans un pays oriental, alors qu'ils étaient européens, sauf quand c'est par choix délibéré, mais sinon, ça m'était tentant. Donc, ont majoritairement demandé à partir en Australie, aux États-Unis, en Europe occidentale, et pour diverses raisons, ni être acceptés. C'est cela qui se sont retrouvés par choix, mais par... En effet, l'Europe sont comptables. Alors justement, Joe Biden, le président américain, affirmait que sans l'entité sioniste, les Juifs seraient nulle part en sécurité dans le monde. D'ailleurs, similairement à Trump, quand il était président en Floride, je crois, où il a rencontré des Juifs du Parti républicain, la majorité étant démocrate, mais il existe quand même des Juifs républicains, en s'adressant à eux, alors qu'ils sont américains, il leur dit « Benjamin Netanyahou, votre premier ministre, n'y voyez-vous pas une forme une forme spéciale de racisme en substance, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous êtes juif, donc forcément vous avez un lien avec un pays tiers, vous avez un lien avec une puissance étrangère. C'est une forme de racisme. Mais oui,
c'est l'écho de ce que je rappelais tout à l'heure, à savoir que les premiers ministres successifs d'Israël se présentent volontiers, et pas seulement Netanyahou, hein, ce sont les premiers ministres en général, qui se présentent comme les premiers ministres du peuple juif et non pas du peuple israélien. Ce qui, en parenthèse, laisse aux 20% non-juifs en Israël une place même assez peu enviable, on le voit. Donc oui, c'était l'écho tout à fait extrêmement embarrassant, profère, dénonce en permanence les autorités, autrement dit, juifs de Floride, là où Trump s'adressait, n'étaient pas vraiment des citoyens américains, puisqu'ils avaient un premier ministre étranger. Eh bien, oui, appelons ça de l'antisémitisme, ce serait, à mon avis, trop dire, mais c'est une espèce de particularité embarrassante, voire dangereuse, qui est plaquée. Quand on dit antisémitisme, c'est-à-dire qu'on catégorise, on résume, on essentialise le juif qu'à un seul aspect, alors que c'est beaucoup peut-être plus complexe que ça quand on étudie l'histoire. Quel est le lien, par exemple, entre Karl Marx, Woody Allen et, je sais pas moi, Simone Weil et Hannah Arendt, les mettre tous dans une catégorie, ça serait, oui, c'est beaucoup plus nuancé que ça, beaucoup plus riche que ça, voilà. Et vous-même, dans les citations que vous faites, amener pour l'essentiel le judaïsme à l'Europe, alors que le judaïsme dans le monde oriental, dans le monde méditerranéen, sud-méditerranéen, a été extrêmement important. Hein. Je rappelle que tous les grands textes Maïmonide, des grands textes du Talmud, ont été d'abord écrits en arabe. Et la coprésence commune des communautés, parce que je pense que le terme s'applique, des communautés juives et musulmanes en terre arabe, était quand même bien plus présente, avec d'autres souvenirs que l'existence violente et persécutée dans de nombreuses situations des Juifs en Europe. On a consacré une émission spécifique à cette thématique, justement la cohabitation entre les communautés, les différentes communautés, que ce soit en Méditerranée et au Moyen-Orient, avec la communauté juive. On a fait ça il y a 15 jours et beaucoup de choses en sont sorties. On a essayé d'apporter un peu de nuance dans ce que rapporte Netanyahou. Mais finalement... Mais, écoutez, juste un mot personnel, peut-être de mon expérience personnelle, mais aussi de ce que l'on peut dire et entendre. Pour les Juifs d'Europe commun, moi je suis d'origine polonaise et ukrainienne. Ma famille vient de Pologne et d'Ukraine. Moi je suis né en Israël par ailleurs, parce que comme je disais, mon père était un sioniste très engagé. Et ce qui est frappant pour les Juifs d'Europe, c'est que le passé est vécu, est mémorisé sous la forme du sang, de la violence, de la persécution, de la terreur, de la haine. Il y a une espèce de rideau mémoriel qui avait projeté tout cela. Et donc, le souvenir des Juifs d'Europe, la mémoire collective des Juifs d'Europe, une mémoire de persécution. Alors que la mémoire collective des Juifs orientaux, des Juifs arabes, ou des Juifs séphardim, c'est généralement une mémoire de regret de période de calme, de sérénité, de bonne entente, où on laisse terminer les fêtes des uns et des autres par des repas communs. Ça n'existait pas en Europe. C'est frappant de voir ça. Et une des raisons pour lesquelles on peut en vouloir d'une certaine manière à Israël, au projet sioniste, c'est d'avoir mis tout ça par terre, d'avoir tout ça cul par-dessus tête. Il y avait des antisémites, ici et là, comme des antisémites, tout, c'est pas la question. Mais la coexistence et la communauté d'existence dans les pays arabes était tout de même plus enviable que celle. Et par ailleurs, il y avait une diversité de nations, naturellement, qu'il ne faut pas oublier. Alors, Oli Broman, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ma question. Comment on s'en sort du sionisme, alors ?
Bien, pour ce qui me concerne, cette chapelle étroite, exiguë, où l'autre n'existe pas, où la communication avec l'autre est forcément teintée de haine et de suspicion. Comment on a l'impression que le sionisme est le paradoxe de l'universalisme. Comment on s'en sort? alors, comment on s'en sort? Je sais pas, moi, personnellement, j'étais sioniste tant que j'avais le sentiment que il y avait une terre qui s'offrait, qui était ouverte à la présence juive, laquelle avait été rendue impossible en Europe. Vous voyez, une espèce de schéma extrêmement grossier, comme ici, mais qui était le schéma dominant. La guerre de 48 et 67 n'ont fait confirmer, car s'il y a bien un mot qui n'existe pas dans l'histoire que l'on fait de ces guerres et dans l'imagerie qui est projetée de ces guerres, c'est le mot Palestine. Ni en 48, ni en 47, les Palestiniens n'ont eu la moindre existence, aucune image de l'exode, alors que ce sont deux grands exodes, 800 000 personnes et 300 000 personnes, qui sont effectivement chassées de ces ailes. D'ailleurs, parmi les 300 000, il y avait aussi des réfugiés de 48. Donc moi, c'est au moment où j'ai pris conscience de l'existence des Palestiniens, quelque chose a commencé à fissurer, et ce moment, c'est la première intifada. La première intifada m'a ouvert les yeux sur un sujet que, j'ai honte de le dire, mais c'est comme ça, quelque chose, un sujet que j'ignorais, c'est-à-dire l'existence des Palestiniens, que je voulais ignorer sans doute, mais dans l'ignorance duquel j'avais été quand même entretenu, et toute l'éducation qui est faite en Israël repose là-dessus. L'inexistence palestinienne qui apparaissent du coup comme des intrus, comme des gens qui viennent semer la pagaille entre nous. Même la manière dont est montré le peuple palestinien à travers les images en Occident, c'est toujours une masse, c'est toujours indéfini, c'est toujours le brouhaha, la cacophonie, c'est toujours décrire, alors que ce sont des vies, ce sont des trajectoires, ce sont des destins, ce sont des souvenirs, ce sont des vies. C'est pas vous en tant que médecin, quand vous voyez cette représentation, alors que vous avez des liens aussi en Palestine, on a oublié de le dire, c'est fait exprès aussi, c'est fait sciemment pour dire que ça appartient juste à un groupe indéfini, une masse indéfinie. On déshumanise, peut-être la déshumanisation commence par ce traitement de l'image du Palestinien. Je ne dirais pas que c'est fait sciemment, je dirais plutôt que c'est fait inconsciemment d'une certaine manière. C'est-à-dire que des gens qui produisent des représentations de ce type, ne dirait pas je veux déshumaniser, je veux les réduire à une foule grouillante, des silhouettes anonymes, etc. Mais il n'y a que ça, Ronnie Broman. C'est pour ça que c'est difficile de dire inconsciemment. C'est-à-dire, quand on voit des organes médiatiques partout, que ce soit à Toronto, que ce soit à Washington, que ce soit à Paris, l'inconscient, ça doit être un inconscient collectif, mais il tient la route sur des années. Parce que je pense que domine dans l'imaginaire collectif l'idée qu'Israël est un bout d'Europe démocratique qui tente de survivre dans une foule, autour d'une foule hostile. Et là, on a évidemment l'impensée coloniale qui revient de ce qui reste dans l'imaginaire européen, les représentations coloniales de l'époque, qui étaient par définition des individus invisibilisés, comme on dit maintenant, c'est-à-dire rendus invisibles au profit de foules, d'images stéréotypées, et toujours évidemment anonymisées. Et la façon dont on a rendu compte des histoires des survivants des massacres du 7 octobre et des histoires des survivants des massacres israéliens en Palestine, en effet, le montre bien. Il y a une inégalité de traitement qui est extrêmement choquante. Merci Ronnie Broman d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes ancien président de Médecins sans frontières, avec qui on a parlé surtout d'histoire, très passionnant. Merci à vous et je vous dis à très vite. Quant à moi, je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et je vous dis à demain.